Voilà, le Sénat, ça va être un sujet passionnant, ça va passionner tout le monde. Là, ça va s'exciter dans les commentaires sur les vertus du bicaméralisme, sur l'utilité des navettes parlementaires, sur la révision constitutionnelle, tu vois, même sur Twitter, je vais me faire clasher, ça va faire le buzz. Tu peux pas dire ça sur le bicaméralisme. Tout le monde s'en branle, tout le monde s'en branle. Non, mais il faut le on faire. On se fait chier pour rien. Il faut le faire, Jules, on l'a écrit en plus l'épisode. Sinon, attends, autre idée, on fait le rap 2. Ou mieux, on fait le reggae 1 et je te pose un petit freestyle de derrière les fagots. Ouvrez les guillemets, 2018, toi-même tu... Alors, le Sénat, à quoi ça sert? Comment on y rentre? Comment cette vénérable institution a fini par devenir un foyer de résistance au macronisme total? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Ouvrez les guillemets. Allez, viens, on est bien. Bon, allons-y, vous avez dû faire de l'ECJS, là, de l'éducation civique ou je sais pas quoi, donc vous avez dû apprendre qu'en France, normalement, sur le papier, on est complètement bicaméraux, hein. Mais il est pas hétéro, Camaro? Le système parlementaire français est un système bicaméral, ça veut dire qu'il y a 2 chambres, hein. En gros, la France, c'est un T3. L'Assemblée nationale, ça on connaît bien parce qu'on vote pour eux, hein. On y élit nos représentants par circonscription pendant les législatives, on vote pour nos députés, comme par exemple Manuel Valls. Sauf que normalement, les députés, quand ils sont élus, ils sont censés au moins faire semblant de s'intéresser au truc, hein, proposer des lois, des amendements, au moins aller boire des coups au bar de l'Assemblée de temps en temps. Mais même ça, Manuel Valls, il peut pas, parce qu'il a pas d'amis, parce qu'il est méchant, donc personne veut traîner avec lui. Ça se trouve, il va plus à l'Assemblée parce qu'il se faisait bolos, hein. Ça se trouve, il va plus parce qu'il y avait des mecs qui allaient à sa place, ils gravaient des trucs sur sa mère au compas, ils lui mettaient des chewing-gums dans les cheveux, ils lui mettaient des balayettes dans la salle des 4 colonnes, ou alors il faisait ça comme ça, tu sais. Juste pour voir s'il flippe. Je crois qu'on s'éloigne un peu du Sénat là. Bref, le Sénat, c'est pas comme ces gros gamins à l'Assemblée, le Sénat, ils sont un peu plus sérieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a 2 chambres, hein. Il y en a une qui est renouvelée tous les 5 ans, entièrement, donc qui est très versatile, et l'autre qui est plus calme, on en renouvelle que la moitié tous les 3 ans, et ce sont pas ces cons d'électeurs qui votent, hein, ce sont des élus locaux, donc vous doutez bien qu'ils votent plus sérieusement, hein. D'ailleurs, pendant des décennies, le Sénat était majoritairement à droite, on parle volontiers d'une chambre conservatrice, d'une chambre haute, qui est là pour tempérer les excès du suffrage universel. Sous le consulat, en 1799, cette assemblée s'appelait le Sénat conservateur. On peut difficilement faire plus clair. Ou alors fallait l'appeler le club des vieux cons de droite, le Rotary parlementaire, le FC droite. Sous la Troisième République, le Sénat a été mis en place comme une garantie offerte par les républicains aux royalistes. On n'allait pas remettre en place la monarchie, mais on allait quand même faire en sorte que le Sénat reste une institution de la noblesse et de la bourgeoisie. En Angleterre, par exemple, ils ont aussi une chambre haute, c'est la Chambre des Lords. Elle n'est composée que de membres issus de la noblesse, ils sont nommés à vie par la reine et transmettent leur place à leur progéniture. Je crois que là, on peut vraiment parler de petits marquis. Au Canada, pour siéger à la Chambre haute, il faut posséder des terres d'une valeur d'au moins 4000 $. C'était pas mal. En France, la condition pour être sénateur, c'est simplement d'avoir plus de 24 ans et de ne pas être Jean-Vincent Placé. Ce jour-là, au Sénat, il est question du budget de la France. Jean-Vincent Placé prend la parole au nom du gouvernement. Deuxièmement, le principe du prélèvement de 2015 et 2007 ainsi que ce montant annuel de 160... Passablement éméché. Il ne pourra pas assurer la fin des débats. Donc le bicaméralisme, c'est un grand classique des régimes parlementaires. Ce qui fait peur avec la démocratie, c'est que tout peut changer tout le temps. Alors une chambre haute, ça rassure, même quand elle a peu de pouvoir, comme en Angleterre, car si ce n'est pas cette chambre qui donne le tempo, au moins elle a le pouvoir de le ralentir quand les choses s'emballent trop pour les gens raisonnables. Bon alors forcément à gauche on n'est pas très raisonnable, hein. On veut tout changer tout le temps, on est un peu foufou, et évidemment le Sénat est toujours là, vu qu'il est toujours de droite, pour nous mettre des patrons dans les roues. Le Sénat a même empêché par 2 fois le droit de vote des femmes de passer, en 1919 et en 1936, alors même que l'Assemblée nationale avait déjà voté la mesure. Il y en a qui aimeraient bien s'en passer de ce Sénat. Jospin lui-même avait déclaré que c'était une anomalie démocratique. Mais voilà, je pense que tu l'as remarqué aussi, depuis l'affaire Benalla, depuis la petite commission d'enquête, le Sénat est devenu un truc hype, un truc cool, y compris pour des gens de gauche. D'ailleurs, j'ai même vu des gens de gauche qui étaient en kiff sur Philippe Bas, le président de la commission d'enquête du Sénat. Franchement, vous avez pas de race. La diffusion en direct des commissions d'audition au Sénat à l'Assemblée nationale ont été de véritables moments démocratiques. BFM TV, LCP, France Info ont vu leur audience bondir au moment des auditions des protagonistes de l'affaire Benalla. C'était un de ces rares moments où on avait l'impression que nos élus nous représentaient. Ils posaient les questions qu'on aurait voulu que nos représentants posent. Enfin, c'était fou, quoi. On a redécouvert qu'avoir des contre-pouvoirs en démocratie, c'était sympa, hein. C'est vrai qu'en plus, on a un exécutif qui est très puissant, et on a un exécutif qui est complètement barré aussi, hein. Les gars, ils touchent plus terre, rien ne les arrête. Macron, il se prend pas pour l'accueil d'une poire. Bien sûr, Macron savait que le Sénat allait l'emmerder, mais il avait anticipé le coup, d'où la fameuse révision constitutionnelle que Gérard Larcher, le président du Sénat, dénonce depuis des mois dans
l'indifférence générale. Alors simplification utile du travail parlementaire pour les uns, dangereuse attaque contre les bases mêmes du bicaméralisme à la française pour les autres. Que contient cette fameuse révision constitutionnelle? Eh bien c'est ce que nous allons voir avec Lorraine Champagne en toute objectivité. Voilà, alors c'est bien un peu d'objectivité parce que moi ça tenait qu'à moi j'aurais juste fait mais c'est de la merde cette révision constitutionnelle, ça nous mène tout droit au fascisme. La réforme constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace fera son retour devant l'Assemblée en janvier prochain et l'opposition l'attend déjà de pied ferme. Car si elle promet quelques mesures plébiscitées comme la suppression de la Cour de justice de la République au profit de la Cour d'appel de Paris ou la limitation du nombre de mandats dans le temps, la réforme révèle aussi un certain rapport de domination qu'Emmanuel Macron semble vouloir établir face au Parlement. Le droit d'amendement pourrait être davantage encadré. Aujourd'hui, les lois sont votées sur la base des projets de loi donnés par le gouvernement et des propositions de loi soumises par le Parlement. Ces textes sont ensuite enrichis d'amendements. Mais les motifs d'irrecevabilité des propositions et amendements pourraient être renforcés, notamment s'ils sont sans lien direct avec le texte de loi, alors qu'aujourd'hui le lien indirect reste admissible. En cas de désaccord entre gouvernement et Parlement, le Conseil constitutionnel n'aurait plus que 3 jours au lieu de 8 pour statuer. D'autre part, la réforme prévoit un raccourcissement des navettes parlementaires, c'est-à-dire des va-et-vient des textes de loi entre l'Assemblée nationale et le Sénat, pour être adopté. Tiens, est-ce que tu la connais celle-là? Est-ce que tu sais ce qui fait la différence entre une dictature et une démocratie? Bah oui, dans une dictature, tu te fais taper dessus par la police quand tu manifestes, alors que dans une démocratie, quand tu manifestes, c'est la police qui te tape dessus. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est... ce qui fait la différence entre une dictature et une démocratie, c'est les institutions. C'est pas drôle, Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais c'est vrai. Mais ceci dit, ça vaut le coup de s'y intéresser aux institutions. Je sais que c'est chiant, je sais que c'est relou, mais vraiment, c'est important. On peut même aller plus loin, on peut essayer d'imaginer ce qu'on pourrait apporter à nos institutions pour débloquer la démocratie. Oh là là. Pour la faire avancer. C'est précisément ce que fait Vincent Boyer, maître de conférences en droit public. Celui-ci a fait sa thèse sur ces histoires de chambre haute et voici ce qu'il propose. Afin que le Sénat puisse assumer pleinement son rôle institutionnel de contre-pouvoir dégagé des logiques politiciennes et de ce qu'on appelle le fait majoritaire, il propose que l'on tire au sort les sénateurs parmi la population. L'idée d'un Sénat citoyen n'est pas neuve, mais elle a du sens. Elle permettrait de faire en sorte d'avoir pour surveiller, aider et tempérer l'Assemblée une chambre qui serait libérée des jeux d'écurie, une chambre où les gens voteraient librement et non pas sous la pression de leur chef de groupe, une chambre qui bénéficierait d'autres compétences, d'autres savoirs, d'une autre sensibilité que l'Assemblée qui reste dominée par les formations politiques traditionnelles, leur discipline et leur sociologie particulière. Du coup, le problème, c'est peut-être pas le fait d'avoir une chambre haute, la question c'est plutôt de savoir qui on met dedans. Ouais, bah déjà, pas Jean-Vincent Placé. Déjà, mais c'est pas du tout ça les pistes de réflexion de Macron. Macron, il veut juste disrupter le travail parlementaire pour que ça aille vite, parce que dans les entreprises, ça va vite, le monde y fonce très vite. Mais dans les dictatures aussi, ça va vite. Oui. Parce qu'en moyenne, pour adopter une loi, la Hongrie de Viktor Orban met 30 jours. Alors c'est bien, ça va super vite, mais la moyenne européenne est plutôt autour des 150 jours. Et en France, on se trouve à peu près autour de cette moyenne, donc pourquoi speeder comme ça? Et voilà, pour après, quand on aura viré l'autre crétin de DRH là, on pourra réfléchir à ce qu'on fait du Sénat. Donc dis merci à Alexandre Benalla. Non. Si, de nous avoir fait nous intéresser au Sénat. Merci Alexandre Benalla. Et à lundi prochain. Du nombre de parlementaires est également envisagé, mais si la représentativité des territoires est respectée, députés et sénateurs pourraient s'en accommoder. C'est bien ce qu'elle nous a envoyé, tu vois, elle a bossé sur la révision constitutionnelle. Ça fait du bien d'avoir une vraie journaliste dans l'équipe, ça fait Je sérieux. suis journaliste, moi. T'es journaliste. Bah, j'ai fait tomber Cahuzac quand même. Hein. Non, mais tu n'es pas Fabrice Arfi. Tu n'es pas vraiment Mais Fabrice Arfi. si, les cigares, les dogs du Havre. C'est pas grave. Le monde a aussi besoin de gens comme toi. Tu es différent.